Bonjour à tous, je suis le docteur Luc Rey-Faber, je coordonne avec Laurent Debastard qui va pas tarder à arriver la commission Nouvelles Technologies aux URPS. Je vous remercie énormément d'être aussi nombreux ce soir. Pour ce deuxième lab, qui dit deuxième dit qu'il y en a eu un premier. Le premier était en juin sur la numérisation de l'exercice et pour ceux qui n'avaient pas la chance d'assister à ce lab, je vous invite à aller sur le site de l'URPS. Vous avez les interviews des 3 startups qui étaient venues sur le site. Alors, aujourd'hui, avec Franciel Tech, les URPS vous proposent une session sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, vous le savez peut-être, est au cœur de l'actualité, au cœur d'une actualité extrêmement brûlante, puisque Mounir Majoubi a annoncé des sous, des moyens humains pour 2018 en intelligence artificielle, et le rapport Villani, de Cédric Villani, a listé 4 thèmes pour lequel l'intelligence artificielle était primordiale pour la puissance publique, et la santé fait partie de ces 4. Donc on est vraiment au cœur d'une actualité brûlante. Alors on vous propose donc de découvrir les possibilités, les limites de ces technologies. Et avec Franciel Tech, on vous a donc concocté un programme avec 3 startups, et je vais laisser peut-être Guillaume Marchand vous présenter la suite. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Bon, bienvenue à ce second round sur l'innovation et la médecine libérale. Votre URPS nous a demandé de réfléchir sur l'IA, mais l'IA concrète. On ne fait pas une soirée sur la médecine sans médecin, les patients augmentés qui ne viendraient jamais malades, etc. On est autour de cas concrets, autour de 3 garçons brillants. Il devait y avoir une fille au début, je le précise, parce qu'on voulait faire un peu de mixité, mais elle n'a pas pu être là. Nicolas Méric vous parlera de Dream Up Vision et donc de tout ce qu'il fait autour de l'IA dans la rétinopathie. Yann viendra vous présenter Cardiologues, la start-up qu'il a montée autour de l'automatisation de la lecture des électrocardiogrammes. Et puis Loïc Etienne, que vous connaissez peut-être un peu davantage, vous présentera ce qu'il a commencé à concevoir il y a très longtemps, mais qui est en gros un symptôme checker ou des arborescences dynamiques dans le diagnostic. Voilà. Je vais pas en dire plus en fait, parce qu'on est du coup un peu en retard, et je laisse la parole à Nicolas Méric. Donc avant un petit disclosure qui est important, c'est que donc j'ai monté donc à l'origine une première entreprise. On était très intéressé par la santé. On a vu en fait que pour monter le projet, c'était pas nécessairement si facile de monter un projet, d'avoir les financements nécessaires à le développer. Et donc aujourd'hui, donc j'ai une deuxième entreprise, Dream Quark, qui a donné naissance justement à Dream Up Vision, et on vend à des entreprises du secteur financier. Mais je préfère le dire parce qu'après ça peut être un mélange des mondes que les gens, surtout dans le secteur médical, peuvent avoir, dont les gens peuvent se méfier. Mais on a donc 2 entreprises, et l'idée c'est que grâce à ce qu'on fait aussi dans le secteur financier, on peut financer ce qu'on fait en santé. Et donc c'était un moyen qu'on a trouvé un peu différent de financer des développements. Et en même temps, on a des activités de recherche dans la première entreprise, Dream Quark. On travaille sur certains sujets, et je reviendrai après dedans. Et au travers de ces innovations, ça permet aussi de fournir des innovations en santé de manière importante. Et puis on travaille avec des assureurs aussi, mais sur d'autres problématiques. Par contre, on fait bien la séparation entre les 2 mondes. Donc Dream Up Vision, c'est une entreprise qui a été montée en réalité il y a 1 an. À l'origine, en fait, c'est un projet qui a débuté dans cette première entreprise dont j'ai parlé, Dream Quark, à l'origine d'un hackathon organisé par Novartis. Et la question à laquelle on se posait, c'est comment pouvons-nous développer des solutions autour du diabète et de la cécité. Et donc il y a une maladie qu'on appelle la rétinopathie diabétique. Donc une des complications du diabète. Le diabète, on sait qu'il y a pas mal de complications. Aujourd'hui, à peu près 420 millions de personnes dans le monde qui sont atteintes de la maladie. Et en France, donc c'est à peu près 4 700 000 patients non diagnostiqués. C'est pas le pays où il y a le plus de cas de diabète. On peut penser à l'Inde, les pays du Moyen-Orient qui sont pas mal atteints. Les États-Unis, à peu près entre 10 et 20 millions de patients.
Donc une maladie qui a pas mal de complications, notamment autour des yeux, et donc c'est la rétinopathie diabétique. Alors le diabète, on en parle beaucoup et on en parle aussi parce que il y a une croissance, je ne sais pas si c'est le bon mot de dire une croissance, mais du nombre de diabétiques dans le monde, aussi du fait parce qu'il y a un changement des comportements, et donc on estime que dans les 20 prochaines années, notamment en Asie du Sud-Est, en Inde, en Chine et dans les pays arabes, et il va y avoir donc une croissance de 54% du nombre de diabétiques. Mais par contre, quand on regardera après ce que ça donne au niveau des ophtalmologistes, on n'est pas vraiment au même niveau. Alors la rétinopathie diabétique, qui est cette première maladie à laquelle on a essayé d'apporter une solution, c'est une maladie qui est un petit peu problématique parce que quand on l'a au début, il n'y a pas du tout de symptômes. Les symptômes arrivent très tardivement. Je dirais que les symptômes arrivent quand la maladie est déjà bien trop avancée pour être soignée. Et donc on voit dans les premiers symptômes des taches ou du flou apparaître, simplement parce qu'il y a des lésions de la rétine. Et comme les patients se disent je vois bien, j'ai pas de symptômes, parce que ça arrive avant tout sur la périphérie de la rétine, ils vont pas nécessairement voir leur ophtalmologiste, même si la sécurité sociale, la haute autorité de santé, recommande qu'il y ait un diagnostic au moins tous les 2 ans, et si possible plus, puisque c'est une maladie qui peut évoluer assez rapidement, notamment quand la glycémie est pas régulée. Donc cette maladie, lorsqu'on a à peu près 15 à 20 ans de diabète, on a à peu près 80% de chances d'avoir un stade ou l'autre de la maladie. Donc c'est une maladie qui a à peu près 4 stades. Le premier stade où il n'y a pas de maladie, et puis après le stade précoce, jusqu'à ce qu'on appelle le stade prolifératif, où là la personne est en train de perdre la vue. Il y a des traitements. Dans les premiers stades, il y a différents traitements. Alors il y a des piqûres, le Lucentis notamment, et c'est qui est Novartis est le fabricant du Lucentis. Alors ça coûte assez cher en termes de traitement. Et puis après il y a des traitements laser aussi qui permettent de soigner et notamment de réduire les lésions sur la rétine. Donc le problème en fait de cette maladie, c'est qu'on voit donc plus de 54% de diabétiques, 80% de ces diabétiques qui vont avoir dans les 15 à 20 prochaines années la rétinopathie diabétique. Et par contre dans le monde, on estime que le nombre d'ophtalmologistes va grimper de 2%, donc 54%, 2%, on voit qu'il y a un problème quelque part. Et en France, on estime qu'on va perdre à peu près 1000 ophtalmologistes du fait des numerus clausus et puis des départs à la retraite. Donc il y a un vrai enjeu de santé publique qui est bien reconnu, et d'ailleurs la rétinopathie diabétique fait l'objet de nombreux programmes. Alors il n'y a pas juste la rétinopathie diabétique, il y a pas mal d'autres maladies qui atteignent la rétine. On va penser au glaucome, au mélanome, à la DMLA. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de fournir, au travers de ce qu'on a fait dans la rétinopathie diabétique, une solution de diagnostic automatisé. Alors vous allez me dire pourquoi on vendrait une solution à des ophtalmologistes qui sont très bien. L'idée, c'est comme on manque d'ophtalmologistes, on va essayer de fournir des solutions à d'autres acteurs, ou alors de permettre la formation en masse d'ophtalmologistes ou de gens qui seraient en mesure de faire du diagnostic. Et on utilise pour ça de l'intelligence artificielle. Ce qu'on a fait à l'origine, c'est qu'on a eu des images donc de patients à différents stades de la maladie, donc des patients atteints de la maladie et des patients non atteints. Et donc on avait des photos de fond d'œil. Donc sur les photos de fond d'œil, on a différentes lésions. Et il y a une nouvelle technologie qui a émergé au cours des 3-4, on va dire depuis 2006, mais qui a maturé au cours des 3-4 dernières années. Qu'on appelle les réseaux de neurones. Donc c'est un type d'algorithme qui essaye de s'inspirer du fonctionnement du cerveau et qui est aujourd'hui extrêmement performant en reconnaissance d'images. Si vous utilisez par exemple Google Pictures et que vous envoyez une photo, dans Google, c'est exactement ce type de technologie qui vous permet de savoir ce qu'il y a dans la photo. Et donc nous on a utilisé ça à l'origine, on avait ces images, on a nourrit l'algorithme d'image, et ce qu'on avait comme information, c'est la personne a la maladie, la personne n'a pas la maladie, et quel est le stade d'avancement de la maladie quand la personne a la maladie. Et juste à partir de l'image et de cette information, l'algorithme a créé un modèle de ce qu'était un patient malade, et ce qu'était en fait une image de fond d'œil d'un patient malade. Et donc on avait un outil très performant qui était quasiment aussi performant qu'un ophtalmologiste pour dépister cette maladie. Et donc nous on l'a fait évoluer de manière aussi à adresser d'autres types de pathologies et de fournir un outil de dépistage qui est intégré à une application mobile qu'on peut mettre dans les mains
de personnes moins qualifiées que des ophtalmologistes, mais qui eux, seraient en mesure de prendre des images de fond d'œil. Et pourquoi on a adressé le smartphone? C'est parce qu'il y a aujourd'hui dans des fournisseurs de caméras qui ont développé des objectifs qui peuvent se mettre sur la caméra d'un smartphone. Donc une personne avec un smartphone, un smartphone, aujourd'hui par exemple en Afrique, énormément de personnes ont un smartphone. Ces petites caméras coûtent 500 €. On peut comparer au coût d'un rétinoscope professionnel qui est de l'ordre de 20 000 à 70 000 €. Donc une vraie économie accessible aux pays émergents. Et donc avec un smartphone, ce type d'application et l'objectif que l'on met sur la caméra du smartphone, on peut avoir un outil simple et peu onéreux de faire un diagnostic médical en ophtalmologie. Il y a d'autres types de caméras et aujourd'hui on avance avec une entreprise anglaise et indienne. L'entreprise indienne développe une caméra encore plus petite, moins chère. L'idée, c'est d'arriver à des systèmes qui coûtent quelques euros, qu'on pourrait même imprimer en 3D. Aujourd'hui, il y a aussi l'émergence de l'impression 3D qui permet de réduire encore plus les coûts. Et donc d'arriver à des systèmes qui permettent de faire un diagnostic à très faible coût, puisqu'on arriverait à des coûts d'entrée de quelques euros, quelques dizaines d'euros, pour faire ce type de diagnostic. Ce que permet notre algorithme, donc là on a une image, donc ça a été testé sur à peu près 10 000 patients. Aujourd'hui on a des tests qui sont en cours dans plusieurs pays émergents, alors, qui ont des vrais besoins et par exemple on avance avec le Mali ou le Cameroun, où au Mali une visite chez un ophtalmologiste c'est 5 €. Le salaire d'un Malien de base, c'est 50 €. Donc, on voit l'importance d'avoir ce type de solution peu onéreuse. Pour nous, on peut faire un diagnostic pour quelques centimes. Et donc, en fait, ce qu'on a, donc c'est un outil. C'était une des innovations chez nous. À l'origine, c'est de pouvoir, parce que c'est un vrai sujet, donner des explications sur la prise de décision. Donc, en fait, on a un modèle. Le modèle, donc, on lui donne une image. Un ophtalmologiste dirait tout de suite que c'est un patient atteint de rétinopathie diabétique. Et le problème, c'est on ne pourrait pas juste dire à un médecin ou un non-spécialiste, là, tu devrais investiguer ton patient parce que il est atteint et on donne un score. Et parce qu'il y a ce score, on pense qu'il y a la maladie. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne beaucoup en intelligence artificielle. Il y a des systèmes très avancés et puis ils disent que, par exemple, dans le cadre de Google, il y a une photo de chat, on dit tout de suite c'est un chat, mais sans expliquer pourquoi l'algorithme est en mesure de dire que c'est un chat. Et donc nous, on fait un gros travail au sein de DreamQuark et de Dream Vision, de manière à être en mesure d'expliquer la prise de décision, juste en utilisant l'algorithme. Donc l'algorithme apprend un modèle de ce qu'est un patient malade sur la base d'une image. À partir de ça, nous, on laisse identifier ce qui facilite la prise de décision dans un sens ou ce qui facilite la prise de décision dans un autre sens. Et on est capable de remonter ce qui a été utile pour l'algorithme pour prendre sa décision. Et à partir de ça, en jouant là-dessus, on peut ensuite aller à un niveau plus élevé, laisser l'algorithme remonter l'information que, par exemple, c'est une anisotropie. Et c'est ça qui va ensuite pouvoir être donné à un médecin, pouvoir être donné à un organisme de régulation, de manière à pouvoir prendre une décision et expliquer la prise de décision. Et donc, on fournit un filtre, et à partir du filtre, on peut remonter les zones. Et si on regarde, en fait, les tâches sont au niveau des petits pixels verts et rouges. Donc la façon dont ça fonctionne de manière très simple. Donc on a le rétinoscope, donc ce type de solution, on prend l'image, on l'envoie à notre moteur. Donc on a un système en cloud, on peut sécuriser, c'est avec des serveurs agréés et hébergeurs de données de santé. Directement, on donne le diagnostic. Alors le diagnostic, on le prend en moins d'une seconde. Dans certains cas, ça va dépendre de la taille de l'image. Pour des images assez légères, ça peut être en 100 millisecondes. Ça va être 100 millisecondes à 2 secondes. Et puis, directement, on remonte l'information avec un petit rapport à l'orthoptiste, à l'opticien ou à l'ophtalmologiste. Et puis, s'il y a un problème, on prend le rendez-vous avec le spécialiste pour que lui investigue un peu plus. Donc nous, aujourd'hui, on ne donne pas l'information sur un diagnostic, on fait vraiment un dépistage, on dit il y a une maladie, en tout cas il y a un fort risque que le patient ait une maladie, et ensuite on laisse un spécialiste, plutôt que de donner aujourd'hui ça, parce qu'on est, je pense, pas encore assez mûr, pas nécessairement je parle de Dream Vision, mais la communauté en général, pour accepter qu'un algorithme donne un diagnostic. Il y a besoin de confiance et il faut pour ça montrer que ça fonctionne, montrer que la communauté médicale et puis la communauté des patients acceptent ce type de technologie et qu'effectivement ça apporte un bénéfice.
Alors le bénéfice, il est certain, mais la confiance n'est peut-être pas encore là aujourd'hui. Ce qui nous importe, c'est le patient, c'est pour diffuser ce type de technologie dans des pays où il n'y a pas d'ophtalmologie. S'il y a des pays, par exemple la Somalie, il y a 2 ophtalmologies, je crois, à l'échelle du pays. Donc on imagine les déserts médicaux, c'est déjà pas brillant en France, mais il y a des endroits où c'est encore pire. Donc c'est aussi une aide pour les médecins, parce que les médecins peuvent se focaliser sur les cas qui nécessitent un traitement et pas nécessairement être dans des cas de juste diagnostiquer. Et même à la fin, les fournisseurs de médicaments sont heureux, parce que si on dépiste plus de personnes, ils vont vendre plus de médicaments. Donc il y a une recette économique pour eux. Et à la fin, comme tout le monde est content, ce type de solution peut émerger. Donc nous, on a une solution qu'on adresse, c'est en fonction des pays. On a un modèle, on adopte le modèle à la fois en termes de prix. On va pas faire payer la même chose dans les pays comme les États-Unis et les pays comme la Colombie. En Colombie, par exemple, le prix pour un dépistage, ça va être plutôt de l'ordre de 50 centimes d'euros. Au Mali, ça va être peut-être même moins. Et puis dans des pays où il y a peut-être plus de ressources, on peut aller jusqu'à des coûts par dépistage plus élevés. Et puis après, nous, on a aussi un modèle en logiciel embarqué, où là, on fournit une licence par appareil. Le fournisseur d'appareils médicaux vend son appareil, vend la licence, et nous, donc, on se rémunère sur la vente de la licence. Alors la force de notre solution, d'une part, c'est la sensibilité. Alors la sensibilité, c'est la capacité à détecter qu'un patient malade est effectivement malade. On essaye de s'approcher des 100%, mais c'est toujours compliqué, notamment dans les stades précoces, parce que en fait les caméras qu'on utilise ont ce qu'on appelle un faible champ. En fait, souvent la rétinopathie diabétique dans les stades précoces se détecte sur la périphérie de l'œil, et on n'a pas nécessairement des caméras toujours, et notamment les petites caméras peu onéreuses qui détectent cette périphérie, ce qu'on appelle les caméras à grand angle, où là ça peut aller vraiment très très loin dans la vision de la rétine. Donc on est limité par les caméras, et malgré ça on arrive à des 97%, donc qui est plutôt bien. Et on a baissé la spécificité pour s'assurer que donc la spécificité, c'est la capacité à détecter qu'un patient malade n'est pas malade. Donc on préfère avoir plus de patients, avoir quand même des patients non malades qu'on va vérifier un peu en plus, que de se dire qu'on va rater un patient malade. Et on essaye donc de rater le minimum de patients malades et de faire progresser ça. La force aussi de notre solution aujourd'hui, c'est d'être la seule qui permet de faire le dépistage de toutes les maladies de l'œil. On peut faire du dépistage de DMLA. Le glaucome, ça va quand même demander de faire une mesure de la tension de l'œil, mais on est capable de détecter toutes ces pathologies. Alors nous, ce qu'on a fait aussi, c'est d'essayer de fournir une solution qui permet ensuite de créer ce type de solution, fort de notre expérience du travail qu'on a fait justement sur l'explicabilité de ces algorithmes qu'on appelle des boîtes noires. Et l'effet boîte noire, c'est un vrai problème aujourd'hui. En assurance, en banque, il y a beaucoup de systèmes automatisés. Il y a une nouvelle loi qui émerge qu'on appelle la RGPD. C'est une loi sur la protection des données européenne qui va être en vigueur à partir du 25 mai. En fait, on aurait tendance à vouloir utiliser ces algorithmes parce qu'ils sont extrêmement performants. Donc se dire, comme c'est extrêmement performant, il y a une recette économique à la clé. Le problème, c'est comme c'est une boîte noire, on a du mal à justifier la prise de décision de ces algorithmes. Donc nous, on a fait un gros travail dessus pour faire en sorte que vous ayez, que les acteurs qui travaillent avec nous aient à la fois de la performance, de la précision et de la transparence. Et donc on a fait une solution qui permet de créer typiquement ce type d'application en traitant soit de l'image. Là, ce que je vais montrer, c'est des données structurées. Alors les données structurées, ça va être des informations qu'on a sur un patient, des mesures de type des analyses médicales, des informations sur l'âge du patient, sur l'IMC, plein d'informations comme ça. Et à partir de ça, d'être en mesure de faire des diagnostics avancés sur la base d'un historique de diagnostic, ou sur la base de juste, on a plein de patients et il y a peut-être des choses qu'on peut laisser ces technologies identifier. Donc là, c'est la façon dont ça fonctionne, c'est que donc ça, c'est ce qu'on vend aujourd'hui aux assureurs qui l'utilisent pour plein de problématiques, ou aux banquiers pour faire par exemple des systèmes de lutte contre la fraude. Donc la médecine permet aussi de faire avancer pas mal de choses, et on fait progresser différents domaines grâce à ce qu'on fait en médecine. Donc on crée un projet, on met des données. On laisse des spécialistes un peu nous avoir une vue de ce que sont ces données. Et puis là, ce qu'on a essayé de faire au maximum, c'est d'avoir des spécialistes qui ont des informations sur ce qui pourrait être déterminant dans le diagnostic d'une maladie. Après, il y a une information, ça va être le diagnostic d'une maladie. Alors là,
C'est un cas d'assurance où on essaye de prédire si quelqu'un va avoir, par exemple, un sinistre ou un problème de santé en assurance. On a des informations, bon, l'âge, si derrière, dans le cas d'assurance auto, si c'est un bon conducteur, ce genre de choses-là, et on essaye en fait de faire de la prédiction. Et donc, juste en mettant ces informations, quelqu'un qui a pas de compétences en informatique, pas de compétences en machine learning, pas de compétences en intelligence artificielle, peut juste nous donner ce type d'informations. Ensuite, on fait tout le travail technique pour lui. Donc, il y a dans les problématiques autour des données aujourd'hui, c'est que souvent ces données, elles sont manquantes, elles sont sales. Il y en a pas beaucoup, et en santé, il y a pas beaucoup de données, donc c'est un vrai problème. Et là, nous, on fait toute la partie technique pour eux. Alors, les assureurs aiment bien ça parce qu'ils peuvent déployer des modèles pour pas mal de choses très rapidement. En une demi-heure, on est capable d'avoir des modèles testés, transparents, qui peuvent déployer. Et puis, on les laisse ensuite utiliser nos algorithmes, donc différents types d'approches qu'on donne. Donc, ils cliquent juste sur un bouton. Ils ont un email quand l'algorithme a fini d'apprendre. Et puis là, ce qui est un gros problème aujourd'hui en intelligence artificielle, lié à ce problème de boîte noire, ce sont les biais. En fait, il y a des biais partout dans beaucoup d'algorithmes. Un biais, c'est une information qui a été mise dans un modèle qu'on pense être utile pour prendre une décision, mais qui va en fait orienter la décision dans le mauvais sens. Alors, soit les données sont biaisées, parce que la façon dont on a pris les données est pas la bonne. Alors, on peut penser à des cas où on aurait des patients qui sont orientés dans un service parce qu'ils ont un fort risque de sepsis, et l'information, ça serait que c'est ce service qui a fait que la personne a un sepsis parce que simplement elle a été orientée et qu'il y a eu un bon système de triage. Donc la façon en fait dont le modèle, dont la réflexion est faite autour de ce modèle est importante. Et il y a plein de cas en santé où on voudrait se poser la question de comment on peut enlever les biais si on utilise ce type de modèle. Alors là, en fait, on a des métriques de mesure de la performance d'un modèle. Ça va entre 0 et 100. Plus on s'approche de 100, meilleur c'est. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'on essaye, dans le problématique qu'on avait, c'est on essaye de prédire si une personne va avoir un sinistre, par exemple un sinistre auto dans ce cas-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une variable qui a une importance particulièrement importante. C'est le prix du sinistre. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est un modèle où on essaye de prédire si une personne a un sinistre. Et pour prédire si cette personne a un sinistre, on se dit, dans mon historique, j'avais un prix dès lors que la personne avait un sinistre. Et le fait de mettre dans notre modèle en amont que lorsqu'on voit qu'il y a un prix, on est capable de prédire à 100% que la personne a un sinistre, c'est pas très bon parce que dans les faits, si on a une personne qui arrive chez un assureur, il n'a pas nécessairement eu de sinistre. Donc comme il n'a pas eu de sinistre, il n'a pas de prix associé à ce sinistre, et donc on peut pas dire que dans le futur, c'est le fait qu'il a un prix qui va lui donner un sinistre. Alors, on peut penser en médical qu'on aurait en fait une personne a une maladie. On sait que cette personne prend un médicament pour cette maladie, donc forcément, j'arrive dans 2 minutes. Donc forcément, la personne a la maladie. Donc c'est pas la bonne chose, et il y a un biais. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on l'alerte directement. On peut enlever cette information, réentraîner. On a de nouveaux modèles. Et puis une fois qu'on a ces modèles qui semblent un peu corrects, on peut directement les mettre en production. Donc ça, c'est des choses qu'on vend aujourd'hui à des grands acteurs financiers qui le déploient. On fait un gros travail pour continuer à faire que ces technologies progressent, les faire progresser aussi pour la santé, faire en sorte que d'autres acteurs que nous puissent développer ce même type de solution sur la base de notre savoir-faire, et faire émerger d'autres solutions que celles auxquelles on a pensé. Parce que je pense que les patients, les médecins, l'ensemble du corps médical et puis d'autres acteurs qui auraient accès à des données peuvent faire émerger des solutions. Ce qui leur manque juste, c'est les bonnes technologies et un accès aisé à ces technologies. Et donc on essaye de faciliter, de réduire la barrière à l'entrée à ces technologies pour qu'il y ait une émergence à grande échelle de même type de solution que ce qui est chez DreamUp Vision. Merci à vous. Je suis ouvert à toutes les questions et puis peut-être après. Bonjour. J'ai bien aimé la première partie, mais j'ai pas aimé la deuxième partie. Et je suis quand même très très inquiet que vous soyez à la fois hébergeur de données de santé et que vous travailliez pour les assurances en même temps. Alors d'accord, on les connaît. Alors, pour l'instant, ça cloisonne, mais ça va cloisonner jusqu'à quand et comment? C'est un vrai sujet. Faut pas parler de la deuxième partie. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est pour ça qu'on a mis deux entreprises et que les deux entreprises sont pas liées l'une à l'autre. Alors si elles sont liées par moi qui suis dans les deux. Elles sont un peu liées quand même.
Je suis tout à fait d'accord que c'est un vrai sujet et pour nous la notion d'éthique est fondamentale. On pense que si l'intelligence artificielle n'arrivera pas à avoir de la confiance et l'utilisation de ce type de solution si on arrive à des mélanges des genres. Néanmoins, à un moment donné, il faut bien financer. Ce type de solution émerge parce qu'on est en mesure de les financer. Même des investisseurs qui investiraient dans ce type d'entreprise, ils ont des retours financiers nécessaires et donc on a un besoin à un moment d'avoir de l'argent pour faire émerger ces solutions. Donc à un moment, à la fin, c'est quand même l'entrepreneur, c'est les valeurs de l'entreprise qui vont faire en sorte que on fait des choix qui sont pas au détriment du patient, au détriment de. J'entends. Et à un moment, il faudra choisir votre camp si vous voulez travailler avec les médecins. Moi, c'est des questions plus médicales. On a bien compris que sur la qualité, il y avait d'une part la qualité du modèle, c'est-à-dire le nombre de cas que vous avez inclus et la sensibilité et spécificité, et d'autre part la qualité de l'image qui est envoyée. Mais vous parlez du modèle de la rétinopathie diabétique. Est-ce que dans le modèle que vous avez élaboré, les autres pathologies oculaires sont incluses? Parce que on dit communément dans notre jargon qu'on peut avoir la vérole et un bureau de tabac, et le fait d'avoir un diabète n'empêche pas d'avoir d'autres pathologies. Donc ça, c'est ma première question. Est-ce que vous travaillez sur un modèle qui est simplement sur une pathologie, ou est-ce que vous matchez différentes pathologies? Et la seconde, est-ce que vous avez un suivi possible pour les patients? C'est-à-dire, est-ce qu'on garde en mémoire cette image, et est-ce qu'on est capable, et surtout pour la rétine diabétique où on surveille régulièrement, d'avoir en fait une cartographie de la pathologie? Alors nous ce qu'on fait, on garde pas les images en mémoire. En tout cas, on a des jeux d'images qu'on utilise, qui sont anonymisés, qu'on utilise pour entraîner ces technologies. Nous, on n'est pas là pour garder les images. De toute façon, il y a même la RGPD va imposer que il y a une durée maximum où on peut garder ces images. Donc ça pose un problème dans le long terme. Alors on devrait pouvoir garder, je pense, au moins 5 ans les données, mais quand on est un fournisseur de ce type de technologie, c'est assez compliqué de les garder. Et en tout cas, donc nous, on est conforme à ces réglementations. Pour répondre à votre première question, nous, en fait, on a des bases de données où il y a effectivement plusieurs types de pathologies. On n'a pas juste une rétinopathie diabétique qui nous a permis de faire en sorte qu'ensuite on étende à d'autres pathologies. C'est qu'on a on a des lots d'images. Dans ces images, elles sont labellisées avec d'un côté s'il y a une rétinopathie diabétique, s'il y a d'autres choses à côté, et on essaye justement de prédire si la rétinopathie diabétique plus une autre pathologie, et on fait évoluer notre modèle de manière à être sûr d'avoir à la fin une vision de toutes les maladies possibles. Est-ce que justement, parce que c'est indispensable de garder ces images et de pouvoir suivre ces images. Si c'est simplement un flash, je pense que dans ces pathologies chroniques, on est à côté de ce que l'on doit faire. Est-ce que là, c'est pas justement un modèle à créer, peut-être géré par les professionnels dans un cadre ordinal ou autre, mais qui est de garder ces images, parce que je pense que c'est indispensable. Je pense qu'aujourd'hui, ne pas garder des images qui ont permis un diagnostic pour suivre une pathologie hautement chronique pour lesquelles il y a des évolutions, je pense que là, on n'est pas à la moitié du chemin. Non, mais je vous rejoins, et nous, notre but, c'est de développer le suivi dans le temps. Après, on fait aussi en sorte de s'adapter à... Après, il va y avoir un cadre réglementaire. J'étais à la Commission européenne pour discuter des cadres réglementaires en intelligence artificielle. Il y a des choses à créer, en tout cas pour faire émerger ce type de modèle, parce que mais pour ça, il faut qu'il y ait des professionnels aussi dans l'intelligence artificielle, des fournisseurs de ce type de solutions qui aillent dans le sens de faire évoluer la réglementation dans le sens qui rende ces technologies utilisables. La base de données qui vient alimenter les réseaux convolutifs, vous l'avez prise d'où en fait cette base de données de rétinopathie en fait, d'images que vous avez? Nous on a des partenariats avec des hôpitaux, pas en France. On a des partenariats avec des hôpitaux étrangers dans différents pays avec qui on travaille. Les patients ont donné leur accord pour que ces images soient utilisées dans le cadre de ce type de solution. C'est important que le patient donne son accord. Après, nous, on a comme information juste l'image. On ne sait pas à quel patient elle est rattachée. On sait juste ensuite qu'on a des labels qui nous permettent de donner l'information que c'est telle ou telle pathologie, tel stade d'avancement de la pathologie. Et à partir de ça, on entraîne nos algorithmes à devenir meilleurs dans le dépistage de ce type de pathologie. Sauf erreur de ma part, je sais que Google, par exemple, pour pouvoir entraîner les algorithmes d'IA,
ils ont fourni plusieurs millions d'images pour avoir des données exploitables. Ils ne sont pas à plusieurs millions pour ce type de Là, de 20 000, ça suffit en fait. C'est ça- discriminant. Avec 20 000, on En arrive fait, à avoir c'est un testé résultat. sur 20 000 patients. On a beaucoup plus, on a 100 000 images pour entraîner ce type d'algorithme. Après, il y a des différents types de solutions. Il y a des solutions aussi en 3D, où là, pour être en 3D, et en fait, c'est des systèmes où en fait on a des tranches. Donc effectivement, là, on peut se retrouver avec des millions d'images parce que dès lors qu'on a 100 000, si on a 100 000 tranches, c'est 100 000 fois 1000 parce que donc ça fait des millions d'images à la fin. Mais il faut pas voir ça comme une image indépendante du reste dans ce type de solution. Dernière question, est-ce que vous heurtez pas la sensibilité des ophtalmos, là, typiquement avec ce genre de solution? Est-ce que quand c'est présenté par exemple en congrès ou quoi que ce soit, est-ce que les ophtalmos vous disent pas d'une certaine façon, enfin pour être très trivial, est-ce que vous leur piquez pas un peu leur boulot par rapport à ça? Alors on sait très bien que la démographie médicale va en diminuant, donc dans les années futures ça va être un problème, mais là à l'heure actuelle il y a une démographie d'ophtalmos qui est peut-être pas suffisante mais qui est encore présente, quoi. Alors en Afrique, le problème il est très différent. Je parle en France, j'ai bien compris. En Afrique, En France, il y a différents, il y en a qui trouvent que c'est de très bonnes solutions et que de toute façon l'avenir de la médecine va dans le sens où le médecin va être aussi à utiliser ce type de solutions parce que il doit passer du temps plus peut-être à accompagner le patient plutôt qu'à passer son temps sur des tâches. Il va y avoir des solutions déjà purement administratives pour simplifier son travail. Après, ce type de solution de diagnostic, de dépistage qui peut aussi apporter une aide, de triage aussi. Donc il y a des médecins qui voient l'intérêt. Après, bien sûr, comme toute technologie et toute technologie émergente, il y a des acteurs qui se disent que ça va enlever leur travail. Après, nous, on essaye de faire en sorte que ça soit pour le bien de tous. Avec qui travaillez-vous? Et actuellement en France, il y a des réseaux qui se mettent en place de photographie du fond d'œil par des orthoptistes qui sont ensuite délégués, qui sont lus dans des centres de lecture. A priori, plutôt qu'un médecin passe, même s'il est rémunéré, plein de temps à dire il y a une rétinopathie, il n'y en a pas, et pour ensuite envoyer chez son ophtalmologiste traitant, votre solution paraît une bonne solution. Et vous n'avez pas été approché, vous n'avez pas approché les tutelles pour ça? Oui, on connaît les différents centres qui travaillent dans ce sens. Après, ce qu'on a mis comme effort, ça a été plus sur les pays émergents pour l'instant, parce qu'on voit qu'il y a des endroits où on a peut-être encore plus besoin qu'en France. Il y a un besoin en France, c'est vrai. Mais on a dû choisir nos priorités parce qu'on est une petite boîte et donc on a vu qu'il y a des endroits où ils voulaient directement utiliser la solution, alors qu'en France on passe par des cycles beaucoup plus lents. Donc il y a clairement une utilité en France aussi. On a travaillé à l'origine avec des acteurs de l'hôpital des 15-20. On a un ophtalmologiste dans l'entreprise qui travaille à Saint-Denis et qui est un ancien aussi à l'hôpital des 15-20. Donc on voit qu'il y a des médecins français ophtalmologistes qui poussent ce type de solution. Après on a fait le choix parce qu'on a vu l'intérêt des pays comme l'Inde, comme les pays africains, la Colombie, où eux veulent tout de suite une solution comme ça. Donc pour les 2-3 années qui viennent, vous ne développez pas ça sur la France je ne vais pas plus loin que 3 ans, quoi. Mais... si après 3 ans, pour une start-up c'est long. Si on voit qu'il y a la possibilité d'accélérer sur la France, on le fera. Après on voit qu'aujourd'hui on a préféré mettre l'effort sur les pays émergents parce qu'il y a un vrai manque de spécialistes très très important. Un médecin généraliste a envie de tester ou d'utiliser votre solution. Comment il fait concrètement? Parce qu'on peut imaginer quand même qu'en France, il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup d'ophtalmos et où c'est très compliqué. Alors, ça, c'est la première question. Ma deuxième question, c'est l'objectif dans le diabète, c'est qu'il n'y ait pas de rétinopathie diabétique. Donc, quand on arrive à une rétinopathie diabétique, vous l'avez très bien dit, c'est un peu tard. Est-ce qu'il n'y a pas un risque si, chez un diabétique, si votre solution ne trouve aucune anomalie, est-ce qu'il y a un risque pour que le patient soit pas très motivé justement pour aller voir l'ophtalmo et que ça, alors qu'il en aura peut-être besoin quand même dans son suivi, rien que pour qu'il y ait un suivi? Justement, puisqu'il n'y a aucune mémorisation des données. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque de switcher et qu'il y ait un suivi uniquement intelligence artificielle? Non, alors, nous, on ne pense pas qu'il faut juste un suivi intelligence artificielle, mais en même temps, cette question, si l'ophtalmologiste va... l'idée, c'est bien sûr qu'on va alerter sur le fait que c'est pas parce qu'on n'en trouve pas maintenant que plus tard, elle peut pas se manifester.
Ça va être la même chose pour l'ophtalmologiste. Si le diabétique va voir son ophtalmologiste et que l'ophtalmologiste lui dit vous avez rien, peut-être qu'il va aussi se dire puisque j'ai rien, j'ai pas de chance d'avoir la chose plus tard. Donc il y a effectivement beaucoup de pédagogie à avoir avec les patients. Le fait qu'il y ait l'IA, ça enlève pas qu'il faut de la pédagogie. Donc concrètement, en fait, ce qu'il y a, c'est des petites caméras. Ça prend 1 heure à peu près à se former à l'utilisation de la caméra. Ce qu'il faut déjà, c'est être assez bon pour prendre une image de fond d'œil, parce que si on n'a pas pris l'image de fond d'œil, ça va être compliqué. Donc il faut déjà se former à ça. Et après, on a une application. S'il y a des généralistes qui veulent l'utiliser, on peut travailler ensemble pour voir comment utiliser la solution, vous entraîner. Et puis on sera très très content d'avancer dans cette direction. En tant que médecin et entrepreneur, je trouve que la position de Nicolas et de son entreprise, elle est caractéristique un petit peu des débats ambiants sur 2 ou 3 sujets. Le premier, c'est le schisme qu'il y a entre la pratique courante et la loi. Par exemple, l'interdiction de stocker des images, alors que ça nous paraît aberrant en tant que médecin de ne pas archiver l'ensemble des images. Pareil, tu as dû faire l'acquisition de jeux de données d'images à l'étranger, parce que probablement qu'en France, c'était pas possible. Donc, il y a probablement quelque chose à combler et à travailler à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est le numérique dans la santé permet l'entrée de nouveaux acteurs. Et il a eu la transparence de dire qu'il avait d'autres activités à côté pour gagner sa vie. J'en connais 99 autres qui auraient dit « je ne fais pas la fin de la présentation et je dis que je ne fais que ça ». Et je pense que c'est une réalité aujourd'hui. Et donc une diffusion à travers les secteurs, c'est-à-dire passer par exemple du contrôle financier ou du contrôle assurantiel au diagnostic, mais aussi une diffusion géographique, puisqu'aujourd'hui tu es en France et tu vas sur des marchés qui sont l'Amérique du Sud, l'Afrique, etc. Et puis le troisième constat, c'est qu'on a mis 8 ans en France à rembourser les premiers actes de télémédecine et que ces innovations, aujourd'hui, elles existent. Il y a encore 2 intervenants ce soir, mais les technologies existent, hein, on n'invente rien, elles sont matures. Ce qui manque aujourd'hui, c'est des usages, la formation des professionnels de santé, l'information des patients, tu as parlé d'enjeux de transparence et surtout des modèles de rémunération qui incluent les professionnels de santé, parce qu'encore une fois, et on en parlera plein de fois ce soir, c'est pas les médecins contre la techno, c'est comment on vous aide ou on s'aide entre nous à s'emparer de ces technologies et comment on arrive à trouver des modèles en tandem. C'était le mot-clé de ce soir, en tandem. Le sujet de cardiologue, c'est de faciliter l'analyse de l'ECG. En gros, la rendre plus rapide et plus précise. Avec, quand on a commencé, je dirais historiquement, un focus sur les médecins qui ne sont pas cardiologues, aider le médecin qui n'est pas cardiologue à mieux faire l'interprétation d'un ECG 12 dérivations, notamment pouvoir trouver plus de choses de manière plus fiable. Assez rapidement, je dirais qu'on a en fait, vu qu'on travaille principalement avec des cardiologues pour développer la technologie, notamment avec des rythmos, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'en fait, nous, de l'ECG, on a d'autres problèmes qui sont un peu différents. C'est surtout les problèmes de temps sur la lecture de ECG un peu plus long, qu'on connaissait, qui s'appelle les enregistrements Holter. Et quand on a regardé un petit peu dans le monde, en fait, on se rend compte qu'il y a des pays, notamment aux États-Unis, où on commence à faire du monitoring ECG Holter, non pas de 24, 48 heures, 72 heures comme on connaît en France, mais jusqu'à 7 jours, 14 jours, voire 1 mois en fait de monitoring ECG continu. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un segment, d'un point de vue marketing, un segment de marché où non seulement il y a un challenge sur la détection d'anomalies, mais en plus il y a 30 jours de CG à lire. Donc bon courage. Déjà, quand je demande généralement à des cardiologues en France 3 adjectifs pour décrire la lecture de Holter, généralement il y a les mots pénible, long, fastidieux qui reviennent. Alors, il y en a quelques-uns qui sont fanas et on adore travailler avec eux parce que du coup ils nous aident à entraîner la machine. Mais généralement, aujourd'hui, l'analyse de Holter n'est pas ce qui exalte le plus les cardiologues avec lesquels on travaille. Donc on a construit, donc nous ce qu'on fait, notre savoir-faire principal, c'est d'entraîner des machines à détecter un certain nombre d'anomalies dans du signal cardiaque, en particulier dans l'ECG. Historiquement, on a commencé sur le 12 dérivations. On a construit une base de données propriétaire qui fait aujourd'hui plus de 600 000 cas, qui ont été collectés à travers des services d'urgence, des services de consultation de cardio, des services de rythmo, des services où on a également été chercher des maladies rares héréditaires, typiquement la pitée salpêtrière, pour trouver
dysplasie arythmogène du ventricule droit, ça évoque des choses à certains d'entre vous. Donc on a collecté un petit peu toutes ces choses-là, et on a commencé à entraîner un algorithme à détecter les anomalies sur le CG 12 dérivations. On a vraiment commencé comme ça, et je dirais qu'au bout de quelques mois, notre algorithme était capable de détecter de distinguer plus d'une centaine d'anomalies différentes. On faisait en gros toutes les arythmies, évidemment, et sur le 12 dérivations, on pouvait commencer à travailler sur le SCA, ST+, sur les indicateurs d'HVG, ce genre de trucs. Donc on arrivait en tout à une centaine d'anomalies. On a décidé d'un point de vue commercial de se recentrer plutôt sur l'ambulatoire, donc des ECG avec moins de dérivations, on n'a pas forcément les 12, à partir d'une dérivation, 1, 2, 3 dérivations, pour vraiment se concentrer sur les arythmies. C'est-à-dire, aujourd'hui, on s'est détecté, distingué un nombre suffisant d'arythmies en pratique clinique, c'est à peu près une petite quinzaine. La fibrillation atriale, évidemment, le flutter, les blocs, les blocs auriculo-ventriculaires, les arythmies ventriculaires, jonctionnelles, un petit peu tout ce que vous voulez. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer, c'est de vous faire une démonstration du produit, à la fois sur le CG de 12 dérivations, notamment vous présenter un cas clinique dans lequel on a vraiment aidé un médecin à faire quelque chose de bien, qu'il n'aurait pas réussi à faire sans nous, donc on est très content, et vous présenter aussi la plateforme d'analyse Holter. Sachant que ces deux produits sont marqués CE médical. On a été la toute première société au monde à recevoir le marquage CE médical pour une techno de deep learning. C'est une technologie qui a aussi reçu l'agrément de la FDA aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on est en capacité de commercialiser à peu près partout dans le monde notre plateforme d'aide à l'analyse de CG. Je dis bien aide à l'analyse. On est vraiment dans une logique d'aide à la lecture. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout là pour remplacer le travail d'un médecin. On est là pour le rendre plus rapide, surtout pour les cardiologues, et plus rapide et plus fiable pour les médecins qui ne sont pas cardiologues. Vous m'avez posé une question en préambule, un petit peu de définir ces notions d'intelligence artificielle et de machine learning. D'une certaine façon, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de technologies qui visent d'une certaine façon à répliquer certains aspects du comportement humain et animal. Ce qui peut passer par plusieurs fonctions, notamment la vision, le langage, le raisonnement, la lecture, la compréhension du langage parlé et l'apprentissage. L'apprentissage étant un des sous-domaines de l'intelligence artificielle qui a particulièrement progressé au cours des dernières années, et notamment l'apprentissage lié à la vision, utilisé par DreamUp Vision, utilisé par cardiologues, qui est globalement la capacité à détecter la présence ou l'absence de certains objets dans des images, un objet pouvant être une anomalie, à segmenter l'image, à pouvoir dire, comme vous allez le voir nous sur le CG, où sont les oreillettes, où sont les ventricules, où se finit la repolarisation. Et donc globalement, classifier, détecter, segmenter et détecter. C'est-à-dire notamment non seulement vous dire il y a un sus décalage ST+, sur cette ECG, mais vous entourez avec un cercle rouge et vous dire c'est là qu'il faut regarder pour en être convaincu. Alors, en termes de collaboration clinique, aujourd'hui, nous, on a la plupart des collaborations officielles qu'on a ont originellement été développées aux États-Unis, avec notamment un centre à Minneapolis qui s'appelle le Hennepin County Medical Center, où on a principalement travaillé avec les services de consultation de cardiologie et de médecine d'urgence. Étant donné qu'on est basé à Paris, qu'on fait de la cardio et de la recherche en électrophysiologie, on a passé beaucoup de temps, notamment avec les équipes de rythmologie de la Pitié-Salpêtrière, de Massy, d'Ambroise Paré, Georges Pompidou, qui sont, je dirais, les centres avec lesquels on collabore de manière la plus proche. Donc notamment l'équipe de Françoise Iden-Lucet au service de Rythmo, Laurent Fiorina qui exerce en tant que rythmologue à Massy et en fait qui travaille également chez Cardiologues à temps partiel. C'est un de nos experts médicaux qui vient tous les mardis et les jeudis à la fois former nos équipes d'ingénieurs à la cardiologie, pas que le CG d'ailleurs, hein, tous les ingénieurs sont formés au principe de base de la cardiologie, de l'électrophysiologie cardiaque et son travail consiste également à revoir des ECG pour continuer d'entraîner la machine, ainsi que à collaborer à la stratégie de recherche clinique et de publication clinique et de collaboration médicale. Le médecin cardiologue qui nous a aidé sur l'ECG de repos, c'est un médecin qui est assez connu quand on parle d'ECG en France, qui est le docteur Pierre Taboulet. Je ne sais pas si ça évoque son nom pour certains d'entre vous. Il est notamment connu pour avoir écrit plusieurs ouvrages, l'ECG de A à Z et un site internet de référence.
En fait, Pierre est cardiologue de formation et l'ancien directeur des urgences à l'hôpital Saint-Louis. Il a beaucoup exercé à la Riboisière également. Donc, je dirais qu'en France, c'est un petit peu le paysage des médecins avec qui on travaille, des services avec qui on travaille. C'est, je dirais, pas mal d'hospitaliers académiques. Et la raison pour laquelle je suis aussi très heureux d'être là ce soir, c'est qu'on puisse notamment nous ouvrir nos collaborations, maintenant que la plateforme est disponible, à des médecins qui exercent en pratique libérale. Cet enregistrement Holter qu'on va vous montrer via tout le flot d'analyse par cardiologues, c'est un Holter de 7 jours d'enregistrement, donc 7 jours continus, sur une dérivation. Et une des particularités de cet enregistrement Holter, c'est qu'il nous a été envoyé par un des centres partenaires qu'on a à Londres. C'est-à-dire qu'il existe des sociétés au Royaume-Uni, aux États-Unis, qu'on n'a pas vraiment en France, qui en fait vendent des services de lecture Holter au département de cardiologie, puisque les cardiologues au Royaume-Uni ou aux États-Unis sont pas spécialement non plus fanats de lecture de Holter, surtout de 30 jours. Et il y a un diplôme qui existe dans ces pays, qui est le diplôme de physiologiste ou de technicien ECG aux États-Unis, un petit peu comme on a les techniciens sur l'imagerie en France, qui ont en fait la compétence et le diplôme pour faire la prélecture au cardio ou au rythmo. C'est-à-dire que le rythmologue reçoit juste le rapport PDF de 5 pages et signe le rapport. Alors en France, on n'a pas ça. Donc nous, si vous voulez, aux États-Unis, nos clients, c'est à la fois des centres de cardiologie, de rythmologie, mais c'est également ces sociétés qui, en fait, emploient des techniciens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour lire des ECG à la chaîne. Le rêve. Donc quand vous chargez un Holter sur la plateforme, ça peut prendre jusqu'à quelques minutes de processer l'enregistrement, puisqu'on lit des signaux jusqu'à 30 jours de Holter en continu. Et une fois que que le signal a été processé, la première page, c'est une vue qui a été complètement générée automatiquement par l'algorithme. C'est-à-dire que vous pouvez voir qu'est-ce que l'algorithme a détecté. Donc typiquement, on a détecté de la fibrillation atriale ou du flutter. Donc là, on a juste mis des grandes catégories, les pauses, les blocs auriculoventriculaires, les arythmies supraventriculaires et plus bas, les arythmies ventriculaires. Et on a détecté de la fibrillation atriale ou du flutter dans 0,1% du temps, avec un rythme cardiaque maximum, une fréquence cardiaque maximale de 217 battements par minute. Et le plus long épisode de FA détecté fait 3 minutes. Et en fait, vous allez vous rendre compte que sur ce patient fait 5 minutes de FA sur 7 jours de Holter. Et donc ce centre au Royaume-Uni, ça leur a pris 4 heures de revoir, et vous allez voir, l'enregistrement est assez bruité. Donc ça leur a pris 4 heures, en fait, de repasser toutes les fausses alertes, toutes les fausses alertes de bruit, de FA, parce que dès que l'intervalle RR devient un petit peu instable, ça lance une fausse alerte de FA. Et donc nous, justement, on a montré, je vous montrerai la publication après, qu'avec notre approche d'intelligence artificielle, en fait, l'algorithme qu'on a est beaucoup plus intelligent, notamment pour détecter la fibrillation atriale du bruit, la fibrillation atriale des arythmies supraventriculaires, ou également des bursts d'extrasystole auriculaire, qui en fait parasitent la fréquence cardiaque et lancent généralement des fausses alertes de FA quand vous utilisez un algorithme qui n'est pas développé sur une technologie aussi avancée. Donc le flux d'analyse est le suivant. Donc vous arrivez, vous voyez ce que l'algorithme vous raconte, vous allez voir s'il vous dit pas de bêtises. Il est construit pour ne pas en dire. Mais on n'est pas médecin. Donc notre travail, c'est pas de faire un diagnostic, c'est d'apporter l'information la plus pertinente pour permettre le diagnostic le plus rapide et le plus fiable possible. Et donc le flux d'analyse, c'est le suivant. Vous avez plusieurs vues. Alors malheureusement, on est un peu coupé ici, mais bon, ça, ce sera pas très grave. La première chose, c'est que vous avez un graphe de fréquence cardiaque sur 7 jours et vous allez pouvoir aller vous balader. Vous allez pouvoir aller zoomer. C'est la première façon de naviguer sur le signal, c'est via la courbe de fréquence cardiaque. La deuxième façon de naviguer, c'est d'utiliser finalement le graphe ECG sur lequel vous pouvez prendre des mesures. Vous voulez mesurer vos intervalles PP, vous pouvez le faire comme ça et vérifier s'ils sont réguliers. Donc là, on est en rythme sinusal, il n'y a pas de problème. Et en fait, la manière la plus efficace de naviguer sur l'enregistrement qui a été construit justement autour de l'IA, c'est de naviguer par les épisodes qui ont été détectés par l'intelligence artificielle. Donc typiquement ici, on a détecté de la FA ou flutter et un autre type de tachycardie supraventriculaire. On va voir. L'algorithme est entraîné à proposer les épisodes détectés par pertinence clinique. Donc typiquement pour la fibrillation atriale, c'est un mix entre la durée de l'épisode et la fréquence cardiaque maximale pendant l'épisode. Et donc ici, on a un épisode de 3 minutes. On va cliquer sur l'épisode.
Et en fait, on va zoomer directement sur l'épisode. Et donc, vous allez pouvoir aller vous balader autour de l'épisode pour vérifier qu'on est bien en fait sur un épisode de fibrillation atriale. Donc là, je vais dézoomer. Et vous allez pouvoir voir le début de l'épisode, la fin de l'épisode. Si je regarde l'épisode, vous pouvez dézoomer aussi sur la courbe de fréquence cardiaque pour voir un petit peu où est-ce que se situe cet épisode. Vous pouvez regarder l'épisode de tachycardie supraventriculaire qui en fait est juste entre deux épisodes de FA. Alors en fait, stricto sensu, c'est un épisode de FA, mais dans nos définitions, si l'épisode dure moins de 30 secondes, il est classé comme tachycardie supraventriculaire et pas comme FA. C'est un peu bête, mais ça fait partie des définitions. Donc on l'a classé en tant que tel, mais si vous allez dessus, vous vous rendez compte que c'est également un épisode de FA. Et donc là, si vous dézoomez sur la fréquence cardiaque, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a que 5 minutes de FA sur 7 jours d'enregistrement. Et que trouver cet épisode, c'est vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et donc pour terminer l'analyse, vous allez sur les épisodes qui vous intéressent. Ce que vous voulez faire, le produit final d'une analyse Holter, c'est un rapport que vous pouvez partager, soit typiquement avec un rythmologue pour faire une intervention, ou pour vous, pour votre dossier patient, pour ensuite justifier une prise en charge d'un patient. Donc vous allez pouvoir, en cliquant ici, sélectionner les épisodes que vous voulez voir dans votre rapport. Vous allez pouvoir passer sur les différents épisodes qui vous intéressent, sélectionner tout ce que vous voulez voir dans votre rapport, cliquez sur Create Report, rentrez vos informations de patient, vos informations de médecin, votre conclusion, et en un clic, générer un rapport imprimable en PDF. Hop, voilà, ouais. Et donc là, voilà, vous avez votre rapport imprimable en PDF avec votre conclusion qui est automatiquement générée. Et donc, si vous voulez, nous, le but en termes de développement produit, on poursuit 2 objectifs. Un premier objectif, évidemment, c'est de maximiser la puissance diagnostique de notre algorithme, c'est-à-dire la sensibilité, la spécificité. On a publié justement nos preuves de performance pour la détection de fibrillation atriale sur Holter, publié il y a 1 an maintenant dans le journal européen de cardiologie préventive, où en gros ce qu'on a montré, c'est que par rapport aux technologies, aux algorithmes classiques de détection de fibrillation atriale sur Holter, qui sont basés finalement sur l'analyse de l'intervalle RR, c'est le même type d'algorithme que vous retrouvez dans les implants. On a montré et généralement ces algorithmes sont relativement sensibles, ils arrivent à 96% de sensibilité. Par contre, ils lancent beaucoup de fausses alertes. Ils ont une valeur prédictive positive qui est de l'ordre de 58%. Nous, on a montré que avec notre techno, on était sur des niveaux de sensibilité relativement équivalents. On est à 97% contre 96%, donc on ne gagne pas énormément, mais les algorithmes sont déjà relativement sensibles. Par contre, on divise par 14 le nombre de fausses alertes à niveau de faux négatifs équivalent. Notamment parce qu'en fait, vu que l'algorithme est entraîné sur des paradigmes de vision, il ne regarde pas que la variabilité de l'intervalle RR, il va prendre beaucoup plus de choses en compte, notamment la morphologie de l'onde P, même si, comme l'a expliqué Nicolas, cette technologie de deep learning, de certaine façon, est une black box, donc vous ne pouvez pas dire que explicitement l'algorithme regarde l'onde P. Les technologies qu'on utilise pour ensuite regarder comment se comporte l'algorithme montrent que, en pratique, l'algorithme de deep learning, comme l'humain, pour détecter la FA, un des critères, c'est l'absence d'onde P persistante. Donc ça, c'est ce qu'on a sur le Holter. Le but de ce produit, c'est de permettre une analyse d'un Holter, quelle qu'en soit la durée, quel qu'en soit le nombre de voix, en moins de 5 minutes. Avec une utilisation phare, notamment pour nous sur le marché américain, qui est la détection de fibrillation atriale paroxystique, puisque c'est l'indication qui justifie les enregistrements de longue durée. Donc là, je vous ai montré la FA. Sur Holter, aujourd'hui, on s'est détecté à peu près 14 arythmies différentes. Donc on couvre les FA, les flotteurs, les blocs, enfin tout ce qu'on doit savoir trouver quand on fait une analyse de rythme sur Holter. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est que donc aujourd'hui, on commercialise, je dirais, en priorité cette technologie et cette plateforme pour l'analyse de Holter. Cependant, historiquement, on l'a développé pour l'ECG de repos. Donc vraiment l'ECG 12 dérivations, 10 secondes. Le cas d'usage qui nous intéressait en particulier, c'était d'aider les médecins qui ne sont pas experts
dans les zones où l'accès à un expert est difficile. Donc ça peut être les pays où il n'y a pas de cardiologue, donc un peu comme pour Dream Up Vision, l'Afrique, l'Inde, l'Amérique du Sud sont des pays, je dirais, assez fertiles de ce point de vue-là. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, il y a 47 cardiologues pour tout le pays, qui fait plus de 50 millions d'habitants. En Guinée équatoriale, on a officiellement zéro cardiologue. Donc en fait, le CG12 dérivation, enfin notre produit sur le CG12 dérivation est particulièrement utile sur ces territoires. Donc aujourd'hui, on est utilisé de manière quotidienne en Afrique et en Inde. C'est vrai que c'est pas notre marché. Nous, en l'occurrence, c'est pas notre marché cible. En termes de développement commercial, notre marché cible, c'est le produit ambulatoire sur les États-Unis et sur l'Europe. Mais on a une technologie qui fonctionne, qui est prouvée, qui est certifiée. Donc on la sert sur ces pays-là. Et aujourd'hui, on analyse à peu près de l'ordre de 3000 ECG par mois en Inde, pour vous donner un ordre d'idée. C'est un début, ça part doucement. Mais on a également en fait mis notre produit 12 dérivation à disposition de médecins généralistes et de médecins qui travaillent la nuit, notamment SOS médecins en France. Donc on a à peu près une dizaine de SOS médecins qui utilisent notre produit. Et sur la médecine générale, on est notamment utilisé pour faire dépistage de gros facteurs prédisposant à la mort subite chez les sujets jeunes, donc les Wolff-Parkinson-White, les QT longs, syndrome de Brugada également, type 1, type 2 c'est plus dur, en tout cas pour l'algorithme aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de données pour entraîner. Et je voulais vous montrer un ECG de Wolff-Parkinson-White que vous connaissez sûrement. C'est donc la préexcitation ventriculaire, donc c'est un faisceau accessoire entre les oreillettes et les ventricules. Parce qu'on a, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, un de nos utilisateurs, qui est un médecin généraliste à Aurillac, nous a appelé parce que on l'a aidé à détecter un Wolff sur une patiente alors qu'il l'avait pas du tout vu en fait. Il avait pris l'ECG comme un ECG normal. La patiente en fait se plaignait d'essoufflement une patiente de 59 ans qui se plaignait d'essoufflement quand elle faisait son sport à la salle de gym parce qu'elle essayait de préparer un semi-marathon. Il lui a fait l'ECG pour lui faire le certificat médical. Pour lui, l'ECG était normal parce que toutes les mesures étaient bonnes puisque la déflexion sur le Wolff-Parkinson-White va mesurer la forme du QRS à la base, mais va pas spécialement mesurer significativement, pas autant qu'un bloc, le temps de contraction ventriculaire. Et donc en utilisant cardiologue, il a trouvé le Wolff-Parkinson-White qui, une fois qu'on lui a dit, en fait, il l'a vu et c'est devenu évident. Mais c'est ça le problème avec l'ECG quand on n'est pas un expert, c'est que sur le ECG, finalement, on trouve ce qu'on cherche et on cherche ce qu'on connaît. Et donc nous, notre but sur le 12 dérivation, ça va être d'apporter ce surplus de connaissances sur ces médecins. Et donc aujourd'hui, si ça vous intéresse, aujourd'hui on n'est pas en commercialisation massive du 12D, donc il nous reste à peu près une dizaine de licences sur la France, parce que vu qu'on n'a pas d'équipe commerciale derrière, on ouvre un nombre limité de comptes, mais si ça vous intéresse, on a encore une dizaine de licences jusqu'à la fin d'année qui sont ouvertes. Je voulais savoir si vous avez un objectif de performance éventuellement à 100% de sensibilité en rajoutant des ECG à lire. Et sinon, quel est le prix de la licence? Alors, un objectif de 100% de sensibilité, alors c'est complexe parce que d'une certaine façon, quand on fait nos études cliniques, on va toujours se comparer à un gold standard qui lui-même va potentiellement avoir ses propres limites. Aujourd'hui, sur la base sur laquelle on s'est testé pour revendiquer 96% de sensibilité, 93% de leur prédictive positive, la spécificité me reviendra en tête. Le gold standard, c'était un consensus de trois rythmologues sur une base, je dirais, bien connue de la littérature scientifique, mais qui finalement a également ses limites en termes de cas. J'avais le gold standard pour l'AFA, si on peut avoir le résultat de l'exploration électrophysiologique, c'est encore mieux, sauf qu'on l'a pas toujours. Donc l'idée pour nous, c'est plutôt de se dire qu'on va arriver à absolument 100%. C'est plutôt de repousser un peu les limites du gold standard, si vous voulez. Se dire 96-97% de sensibilité par rapport à un consensus de 3 rythmos, c'est bien. 96-97% de sensibilité par rapport aux résultats qu'on peut avoir de l'exploration électrophysiologique derrière, c'est encore mieux parce qu'on peut commencer à gérer des cas, par exemple, un peu ce qu'on appelle les fibrilloflotteurs, ou même pour un rythmo, c'est pas forcément évident, et même peut-être que sur le CG, on n'y arrivera pas. Pour pouvoir dissocier les deux. Donc on arrive un petit peu à cette limite-là. Nous, je dirais que ce qui nous intéresse en termes aujourd'hui de développement scientifique, d'une part,
Il y a encore du boulot. Je veux dire, même sur la détection d'anomalies, il y a toujours certaines choses qui sont améliorées. Typiquement, quand vous avez des extrasystoles ventriculaires polymorphiques sur les ECG très très bruités, même pour un algorithme qui est robuste et qui est entraîné, c'est pas forcément évident. Donc ça fait partie de nos travaux de recherche et d'amélioration continue. À chaque fois que le cardiologue sélectionne ou supprime une de nos recommandations, c'est une information que nous on peut réutiliser pour entraîner la machine. C'est l'intérêt d'avoir un modèle en serveur. Ce qui nous intéresse aussi derrière, c'est d'utiliser la base de données pour essayer de commencer à chercher des choses dans le CG qui prédisposent ou qui permettent de répondre à des questions cliniques pour lesquelles il n'y a pas de réponse encore connue de la communauté scientifique. Typiquement, un sujet hyper intéressant. Alors bon, nous, plus on progresse, plus on est rythmo, parce que bon, le CG, c'est quand même dans cette spécialité qu'il est utilisé de manière quotidienne avec les électrophysiologistes. C'est par exemple, est-ce que, étant donné un Holter, on peut mieux établir les profils de chance d'un succès d'une ablation de fibrillation atriale, par exemple. Est-ce que le Holter permet de le faire? On sait que intuitivement, en regardant des mailles, on peut avoir des indicateurs. Est-ce que cette technologie permet de trouver des marqueurs plus fins? Ça, c'est ce genre de sujet qui nous intéresse pour le développement scientifique de cardiologues. Alors après, sur le prix de la licence, en fait, sur la France, on n'est pas encore, on commercialise pas. Donc, je dirais que les cardiologues qui veulent nous utiliser, c'est pas payant pour l'instant. C'est pas payant. C'est Noël, voilà. On lance la commercialisation plutôt aux États-Unis, où là, on a un modèle de licence, notamment parce que le remboursement est plus élevé. En France, vous savez, on a 77 € pour un Holter. Aux États-Unis, on est plutôt de l'ordre de $250, voire quasiment jusqu'à $1000 de remboursement pour un monitoring en télémétrie d'un patient sur 30 jours. Donc, si vous voulez, nous, vu qu'on se rémunère quand même sur l'argent disponible, c'est plus facile d'aller aux États-Unis. Et donc, sur l'utilisation en Europe, nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est plutôt de développer aujourd'hui des collaborations pour continuer à augmenter la base de données, créer plus de preuves cliniques. Et notamment, on peut fournir des patchs pour faire des Holters, non pas de 48-72 heures, mais commencer en France à introduire du 7 jours ou du 14 jours. Et dépasser, je dirais, le Holter traditionnel. On est confronté finalement en réanimation et en soins continus à une analyse par les scopes assez rustique, disons, des événements. Est-ce que vous avez des projets de partenariat avec des constructeurs pour intégrer votre technologie dans les scopes, les scopes, à l'hôpital? Les scopes, c'est un vrai truc. On a fait une preuve de concept scientifique avec un centre dans la région parisienne qui est une unité de soins intensifs neurovasculaires, une usine, après les AVC. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de récupérer les données des scopes de toutes les chambres d'un service et de comparer est-ce que, en faisant tourner l'algorithme de cardiologues, on arrive à trouver typiquement des fibrillations atriales paroxystiques, parce que c'est ce qu'on cherche. Parce que ce qu'on se disait, c'est que d'un point de vue clinique, un patient qui va faire un AVC d'origine ischémique, par exemple, va passer 48-72 heures à l'hôpital complètement scopé. Le personnel qui va revoir son ECG va globalement s'intéresser à ces signes vitaux, pas forcément avoir la formation pour chercher les arythmies supraventriculaires qui sont pas à QRS large et rapide. Par contre, quand le patient sort de l'hôpital, la première chose qu'on va lui faire, c'est un Holter de 48-72 heures pour chercher de l'AFA. Alors que les 48-72 heures de données, on les a avant. Et donc, on a fait ce test. Technologiquement, c'était une petite preuve de concept, c'est pas une vraie étude clinique, si vous voulez, parce que on l'a fait artisanalement avec les neurologues du service et la DSI. Mais, en gros, sur 26 patients, sur la semaine, qui sont passés dans le service, originellement, 2 avaient été détectés comme porteurs de fibrillation atriale, soit c'était connu, soit dans le cadre de leur prise en charge de l'AVC. Nous, on en a trouvé 5. Quand vous regardez les taux diagnostiques du Holter 72 heures, même de l'Event Recorder, voire du Reveal, en gros, vous passez à 25% à peu près de détection de FA sur les patients qui ont fait un AVC cryptogénique. Nous, on était monté à... Alors, c'est peut-être qu'on a eu, entre guillemets, de la chance cette semaine-là, parce que statistiquement, ça ne veut rien dire, 26 patients. Mais tout de même, on était à 19% de détection, 5 sur 26, juste en post-AVC. Donc c'est hyper intéressant, il y a clairement des trucs à faire. Le gros sujet, en fait, c'est l'intégration avec les fabricants, quoi. Parce que eux, ils vendent leur propre logiciel, même s'ils balancent des fausses alertes, c'est le leur, ils le vendent. Nous, on n'est pas fabricant de matériel. C'est compliqué pour nous de commencer à se dire, on
on a cette petite preuve de concept, on va essayer de lancer un projet pour remplacer les scopes dans les usines. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt sur le Holter. Donc là, on est plutôt dans l'optique de recherche pour l'instant. On essaye de continuer avec ce centre, de passer des accords avec le constructeur pour qu'il nous ouvre vraiment les données de toutes les chambres sur une période plus longue, pour essayer de valider sur plus de patients les hypothèses qu'on a. Mais voilà, en manière courte, oui, il y a des trucs à faire parce que on cherche pas. Encore une fois, on trouve ce qu'on cherche et on cherche ce qu'on connaît. Et dans certains cas cliniques ou cas d'usage, on peut rater de l'AFA, on peut rater d'autres arythmies, ou on peut même rater les facteurs prédisposant à la mort subite si on n'est pas formé pour ça et qu'on le cherche pas. J'avais un peu la même question, mais concernant les épreuves d'effort, parce qu'on détecte plein de choses très intéressantes pour l'arythmologie lors du test d'effort, notamment les fameux faisceaux accessoires qu'on fait pédaler pour voir si ça persiste ou pas. Aujourd'hui, on a des problématiques, c'est-à-dire que souvent les tracés sont un peu parasités parce que les patients forcément ils bougent, ils font un effort. S'il y a des arythmies très courtes, on n'a pas la possibilité de revoir spécifiquement la période d'arythmie, notamment sur les 12D. On a éventuellement une seule dérivation, mais qui n'est pas très claire, etc. Est-ce que votre algorithme pourrait aussi faciliter la détection des arythmies brèves ou des blocs de branches fonctionnels ou d'autres anomalies apparaissant à l'effort? Alors technologiquement, oui. Ça fait pas une grande différence pour nous parce que je dirais que vu qu'on travaille quand même beaucoup maintenant sur l'ambulatoire, l'algorithme a appris à avoir des choses très bruitées et à globalement s'en sortir. En tout cas, du mieux qu'on peut étant donné les circonstances. Le problème aujourd'hui pour nous, il est plus d'ordre commercial parce que en fait le raisonnement qu'on a, on est sur de l'aide au diagnostic, donc ce qu'on va apporter, c'est plus de fiabilité et plus de rapidité. Et donc si on essaye de polariser où est-ce que les problèmes sont les plus aigus, la fiabilité, c'est quand il n'y a pas d'experts disponibles immédiatement, donc soit dans les pays où il n'y a pas de cardio, ou les pays où la nuit, comme les cardiologues doivent dormir, comme tout le monde, même s'il y en a qui sont de garde. Et sur le Holter, c'est plutôt le problème d'efficacité. On va pas augmenter forcément la fiabilité du diagnostic d'arythmo sur un Holter. Encore que, on n'a pas plus tard que la semaine dernière, un de nos rythmos justement qui fait ses analyses avec Sorine, qui est venu au bureau avec les mêmes Holters, et on les repasse tous. En fait, ce qu'on compare, c'est qu'on le chronomètre. On regarde combien de temps il passe à faire ses analyses avec Sorine et quelle est sa conclusion, combien de temps il passe avec le nôtre et quelle est notre conclusion. Et on a trouvé un faux négatif de FA, parce que vu qu'on n'a pas ces techniciens ECG en France, le rythmologue il va pas passer 2 heures sur un Holter. Donc si vous trouvez pas la FA dans les premières bannettes qui vous sont proposées, vous n'allez pas y passer 107 ans. Et donc en fait, on dit souvent mieux vaut avoir des faux positifs que des faux négatifs. C'est pas complètement vrai. C'est-à-dire que si vous avez vraiment beaucoup de faux positifs, en fait, vous n'allez pas trouver le vrai positif dans la jungle. Donc, et sur le CG d'effort, je dirais que c'est entre guillemets, pour nous commercialement, c'est un peu un mauvais compromis, parce qu'il y a déjà un expert qui est là, de toute façon, il est là, donc on ne va pas forcément lui faire gagner beaucoup de temps, ni beaucoup augmenter la fiabilité. Le titre exact, c'est l'intelligence artificielle au service de la sémiologie. Et en fait, vous allez voir, à la différence de tout ce que nous avons vu là auparavant avec ces présentations très techniques et vraiment passionnantes, moi je vais vous parler de relations humaines, essentiellement, alors que je vais vous parler d'intelligence artificielle. C'est assez paradoxal. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors en fait, pourquoi? Parce que nous parlons de choses qui sont récentes. Vous voyez, l'histoire, elle a commencé en 1865. C'est notre ami Claude Bernard qui finalement a été, avec la notion de physiopathologie, c'est lui qui a lancé la sémiologie moderne. Avant, on était à Molière, à la médecine de Molière. Ça, c'est une première date. Une deuxième date intéressante, c'est Alan Turing. C'est le père de l'informatique. Vous savez, c'est celui qui, au moment de la guerre, avait été arrivé à déchiffrer les informations des nazis qui étaient cryptées sur une machine qui s'appelait Enigma. Et c'est lui qui est arrivé à décrypter, grâce à sa machine, toutes ces informations. Donc c'est le père de l'informatique. Vous voyez, 1945, ça fait 60 ans. Et maintenant, nous sommes en 2016. Et en 2016, vous avez le joueur de Go qui a été vaincu par AlphaGo. C'était d'ailleurs en 2017, je crois. Donc vous voyez, tout ça, c'est une histoire récente. C'est très récent. Alors, ce dont je vais vous parler en 2 mots qui on est. Bon, moi, j'ai fait avec un certain nombre de médecins un logiciel qui s'appelle Medvir pour médecine virtuelle.
Je vais passer vite sur ce sujet. Hein. L'idée, c'est de dire qu'on a fait de l'intelligence artificielle, et je vais vous expliquer ce que nous entendons par intelligence artificielle, et je vais essayer de désamorcer des bombes sur la notion d'intelligence artificielle. Donc, nous, c'est de l'intelligence artificielle faible, et pas forte. Et donc le but, c'est de faire de l'aide à la décision, et nous avons mis au point également un stéthoscope intelligent entre guillemets, hein, qu'on a mis en place, qu'on a développé à la Lariboisière dans le service du professeur Henry, et qui est capable, pour l'instant, d'entendre une auscultation cardiaque et de deviner les diagnostics d'insuffisance aortique, de rétrécissement aortique, insuffisance tricuspidienne, etc., qu'on a comparé par rapport à un écho-Doppler. Alors, on en est au début, on va faire ensuite l'auscultation pulmonaire. C'est du deep learning, hein, c'est ce qu'on vous a expliqué, c'est le même principe. Mais pour nous, c'est accessoire, c'est quelque chose qu'on commence à développer. Nous, en fait, de quoi on s'occupe? On s'occupe essentiellement de la relation médecin-patient. En fait, j'ai commencé, je suis un dinosaure, je suis venu avec ma grande queue de dinosaure, là, puisque j'ai commencé en 87 sur Minitel, et à l'époque, ça n'intéressait personne, et à l'époque, tout le monde se foutait de ma gueule. Minitel, vous savez, c'était le petit truc, là, la petite boîte, hein, que vous aviez chez vous, là. Alors 3615 ULA, hein, pour les anciens. Alors moi, ça s'appelait 3615 écran santé, que j'avais fait avec le GAN. Et donc on s'est intéressé dès le début aux questions que les gens posaient, et on a mis en place une grosse encyclopédie. On a répondu à 450 000 questions, on a eu 4 millions de connexions payantes, mais surtout on a appris à comprendre qu'est-ce qui se passait dans la tête du public et dans la tête des gens, et quels étaient les mots qu'ils employaient. On s'est beaucoup intéressé au langage. Quand on voit un patient, il a une plainte, il a un problème. Nous, on essaye de transformer cette plainte en un symptôme. Vous savez très bien que il dit j'ai mal à la tête, nous on essaye de dire oui, est-ce qu'il a vraiment mal à la tête? On est toujours un peu dans le doute, parce que souvent le patient ne dit pas forcément tout, vous allez voir. De ce symptôme, on essaye de faire un diagnostic. À partir de ça, on essaye de donner un traitement le plus étiologique possible, et puis de faire un bilan et un suivi. Et puis le but du jeu, c'est d'aboutir à la guérison. Ok, jusque-là tout va bien. Alors comment ça se passe du point de vue du médecin? Donc je vais vous mimer un petit peu comment ça se passe dans notre tête. Nous déjà, on pose des questions. Alors les questions, c'est précis. Vous savez, il y avait un médecin qui disait l'interrogatoire doit être policier. Voilà. Alors sans être policier, on dit vous avez mal où? Est-ce que c'est fort? À quelle heure ça a commencé? Nanana, et on essaye d'être précis. Le problème, c'est qu'en face de nous, vous avez des réponses qui sont souvent ça dépend, ça va, ça vient. Mes règles, je suis ménopausé. Oui, à quelle heure? J'ai mal tout le temps. Des écoulements, oui, je transpire. Depuis quand? Ça fait longtemps. Enfin bref. C'est les mots du patient. Et ça, c'est un gros problème pour nous, et c'est là où réside notre talent de médecin. Notre talent de médecin, c'est d'arriver à faire accoucher, entre guillemets, à faire de la maïotique. Donc vous voyez que l'intelligence artificielle, on en est loin de ça. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On fait une analyse de la plainte du patient, on négocie, commence à négocier, vous êtes sûr que c'est ça? Vous êtes sûr? On négocie. Ensuite, on fait une enquête. Une fois qu'on a le symptôme, qu'on a individualisé une céphalée, on fait une enquête précise, qu'on appelle donc une anamnèse, et on pose des tas de questions. Après, on va faire un examen clinique, le sacro-saint examen clinique. Après, on va demander des analyses et des radios. Et puis, on va aboutir à un diagnostic. Il va falloir négocier, là encore, avec le patient, parce que lui, il a son idée, puisqu'il est allé sur Internet auparavant. Et pour lui, c'est absolument pas un cancer des cheveux, mais c'est autre chose. Alors que nous, on est persuadés que c'est un cancer des cheveux. Bon, j'aurais pu prendre autre chose. Ensuite, une fois que le traitement est fait, on va mettre en place des consultations pour le suivi. Et puis, on va demander des examens complémentaires éventuellement. Le but du jeu, c'est d'aboutir à la guérison. Mais parfois, c'est le statu quo. Le patient, il dit, docteur, j'ai toujours mon problème, ça va toujours pas. Alors on revient, on refait un cycle à nouveau, et puis parfois ça aboutit à un conflit. Le patient repart avec sa symptomatologie, son dossier sous le bras, et il va voir un autre médecin, et c'est reparti pour un tour. Ça, c'est la manière dont les choses se passent versus médecin. Mais alors, comment ça se passe du point de vue patient? C'est pas exactement ça, parce que le patient, il y a ce qu'il dit, mais il y a surtout ce qu'il ne dit pas. Et nous, notre talent, là encore, de médecin, c'est d'essayer de deviner qu'est-ce qui se passe derrière les non-dits. Alors, sans rentrer dans la psychanalyse, c'est essayer de savoir quelle est la véritable demande, pourquoi il est véritablement venu. Alors, pour le symptôme, une fois que le symptôme a été établi, il y a ce qu'il dit, mais il y a surtout ce qu'il ne dit pas. Et souvent, il ne dit pas les choses, pour des tas de raisons. Il négocie les examens.
vous êtes sûr qu'il me faut me fassiez un toucher rectal Bon. La négociation sur les analyses. Non, mais vous êtes sûr qu'il faut que je me fasse trouver la peau pour votre diagnostic bon. Et puis une fois que le diagnostic est arrivé, on négocie, là encore, le patient, il négocie ferme. Il est observant. Est-ce qu'il est observant plus ou moins Est-ce qu'il est suivi plus ou moins? Le but est qu'il arrive à la guérison et puis lui aussi aboutit au statu quo, au conflit. Alors, évidemment, ce que je vous décris là, c'est très schématique, c'est un peu à l'âge, c'est très réducteur. Mais si vous regardez bien la façon dont nous nous comportons, nous, en tant que médecins, et dont le patient se comporte d'une manière générale, sans tomber dans la caricature, on est à peu près, peu ou prou, dans un schéma qui est ce schéma-là, que ce soit à la ville ou à l'hôpital ou ailleurs. Alors, l'intelligence humaine, maintenant. L'intelligence humaine, comment ça se passe donc vous voyez, je ne vous ai pas parlé d'intelligence artificielle jusqu'à présent, hein, j'étais gentil. Hein. L'intelligence humaine, on a la plainte, très bien. La plainte, notre cerveau, il va faire rentrer ça dans un espèce d'entonnoir, et il va mettre tous les symptômes qu'il a repérés, il va les mettre dans un petit panier, comme ça, il les recueille, il prend toute cette information, et puis à ce moment-là, il met en jeu 2 éléments dans son cerveau. Le cerveau de droite, là, le cerveau que vous avez là, c'est le diagnostic positif. On essaye de faire le diagnostic, on se dit, bon, ça doit être par là que ça se trouve. Et puis, dans la poubelle, c'est ce qu'on met et qu'on se dit, non, c'est pas ça. D'ailleurs, vous voyez, ce symptôme-là, il s'en va. Non, il ne rentre pas dans le cadre de mon diagnostic. Celui-là, je ne suis pas sûr, mais je vais le garder dans un coin de ma tête, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Et puis tout cela, c'est ceux qui vont me servir pour mon diagnostic. Donc j'ai finalement récupéré des symptômes, et puis tous ces symptômes, je vais les mettre dans un deuxième entonnoir qui va être toute l'anamnèse, où je vais vraiment cuisiner, entre guillemets, le patient pour lui demander, alors ça vous chatouille, ça vous gratouille, c'était quand, à droite, à gauche, au milieu, etc. Et c'est là où on commence à avoir dans notre tête une idée. On se dit, c'est par là que ça se situe. Hein, c'est à peu près là. Hein, on est dans ces diagnostics-là. On met tout ça dans notre tête, on mouline, on fait marcher notre cerveau de médecin. On fait un examen clinique, bien entendu. Alors je vous ai mis un stéthoscope, mais il n'y a pas que le stéthoscope, il y a la palpation, la percussion, etc. Enfin tout ce que nous savons bien. Nous, on aboutit à une gravité. On essaye de définir une gravité. Et la gravité, c'est différent du diagnostic. Parce que le diagnostic, nous faisons des hypothèses diagnostiques. Je pense que maintenant, en 2016, il ne faut pas oublier que quand nous disons nous faisons un diagnostic, nous suspectons. Mais qui d'entre vous mettrait sa main à couper sur un diagnostic d'appendicite, hein? Personne. Personne ne se dirait, je mets ma main à couper, je suis sûr que c'est une appendicite. On ouvre et dans 50% des cas, c'est pas une appendicite. En fait, ce que nous faisons, c'est des hypothèses de diagnostic. Et maintenant, qui fait les diagnostics? Ce sont les machines. C'est l'imagerie, hein, on l'a vu, c'est la biologie, c'est la napate, c'est toutes les techniques extraordinaires que nous avons qui véritablement font le diagnostic. Alors, les diagnostics, là-dedans, on fait du diagnostic différentiel, c'est-à-dire que certains diagnostics, on se dit, allez, celui-là, c'est sûrement pas ça. L'état du patient, c'est essentiel, l'état du patient. Et c'est à partir de ça qu'on prend une décision. Vous savez que très souvent, les urgentistes le savent très bien, on ne sait pas ce que le patient a, on n'a aucune idée du diagnostic, mais on se dit celui-là, ça sent pas bon, hôpital. Hôpital tout de suite parce que ça va pas. Mais on n'a pas le diagnostic. Donc en fait, la gravité, c'est une chose, le diagnostic, c'est autre chose. Mais le diagnostic participe de la gravité. Et l'état du patient participe de la gravité. Donc vous voyez que je vous ai mis ça parce que l'intelligence humaine fonctionne avec cette espèce d'ambivalence entre le diagnostic et la gravité, et qui sont pourtant complémentaires parce que il faut bien qu'on demande des examens complémentaires, le but étant d'aboutir à un traitement. Le traitement, c'est un traitement le plus possible étiologique. Je ne vais toujours pas parler d'intelligence artificielle, hein. Alors je vais commencer à vous en parler un petit peu de la façon dont nous le faisons, nous l'avons envisagé. On a commencé, il y a le premier système, on l'a commencé en 2002. Alors c'était très très embryonnaire. Maintenant, la version que nous avons, elle date de 2008 et elle est stable. On n'a pas changé une ligne de code depuis 2008, donc c'est quelque chose qui marche pas mal. Pas mal. Alors, on part toujours pareil des mots du patient. Mal au bide, migraine, je suis patraque. On a mis 30 ans à récupérer tous ces mots. On a un bestiaire de mots, on a 10 000 mots et expressions
qu'on a récupéré pour arriver à comprendre ce que le patient exprimait et de façon à savoir si quand il nous dit mal à la poitrine, est-ce que ça veut dire la même chose que douleur thoracique ou est-ce que ça veut dire la même chose que précordialgie? Théoriquement oui, mais en fait non. Parce que quand il dit précordialgie, il veut nous signifier quelque chose. Donc le fait qu'il emploie ce mot a un sens. À partir de ces mots du patient, on fabrique des symptômes, ok? Et ces symptômes, eh ben, on va faire quoi? On va commencer par les caractériser. Hein, on va essayer de savoir quels sont les antécédents. On va récupérer les autres signes. On va récupérer éventuellement des données d'objets connectés, hein, le pouls, la tension, enfin ce qu'on appelle les constantes. On va mesurer des hypothèses, évaluer des hypothèses de diagnostic, et je vous reviendrai après vous expliquer comment on a fait. On prend une décision et puis on fait un reporting, exactement ce qu'a fait notre ami quand il vous a mis un PDF. Et ben le PDF c'est ça, c'est exactement la même chose. Alors ça c'est le système tel qu'il résonne, hein, c'est-à-dire qu'en fait c'est un système qui marche je vous dis le mot, s'appelle de la logique floue, la fuzzy logic. La logique floue, je vous expliquerai pour ceux que ça intéresse comment ça marche. Alors on l'a fait dans le domaine des urgences, notre système là est capable d'envisager 350 hypothèses diagnostiques sur l'urgence. Ça commence à être un bon urgentiste. Moi, j'en fais même pas 350. Dans le domaine de la médecine générale, il en fait 750. Donc, il commence à avoir une petite compétence. En prévention, il fait 60 diagnostics de risque en prévention primaire, secondaire et tertiaire. Le bien-être, c'est plus pour s'amuser, mais c'est plus pour que les gens essayent de se dire comment je pourrais me sentir mieux. Puisque nous avons en chantier, c'est le suivi thérapeutique avec l'observance et la dépendance et le handicap. Et quand on aura réuni tous ces médevires, on aboutira théoriquement à un médecin virtuel, entre guillemets. Je vous donne le mot, ne vous offusquez pas, je vous expliquerai ce que ça veut dire médecin virtuel. Et à quoi ça sert. Alors, ça résonne finalement, sans rentrer dans les détails, ça résonne comme un médecin réel. Pourquoi? Parce que on collige les mots, on se sert des mots du patient, on prend le symptôme principal, on rajoute les symptômes autour, et puis après on pose des questions comme nous faisons, médecin, en vous disant, alors la douleur, est-ce que c'est une oppression, une crampe, une torsion, une déchirure, elle est à droite, à gauche, elle irradie dans le bras gauche, etc. On pose les mêmes questions, exactement comme le fait un médecin. Alors, à quoi ça aboutit? Ça aboutit à la proposition de 3 à 5 diagnostics maximum. Donc, ça vous en met pas 750, ça vous n'en met que 3 à 5, à peu près, en général, parfois 1. Ça évalue la gravité, selon la CCMU, la classification commune de médecine d'urgence. Ça propose une solution dans 100% des cas. C'est-à-dire que même s'il ne trouve pas de diagnostic, il posera toujours une décision. Toujours. Il crée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, il crée un PDF automatique horodaté, il intègre les données des objets connectés, il est disponible en marque blanche sur tout type de support, c'est stockable dans un dossier électronique et j'ai appris hier, en allant voir le professeur Saint-Calbre à Nancy, que ces données-là pouvaient être introduites dans le DMP. Alors là, j'ai été par terre. On peut stocker des données comme ça dans notre fameux DMP qui nous a coûté 636 millions d'euros. J'étais très étonné, mais c'est faisable. C'est traçable et c'est anonymisable. Alors, à quoi ça sert tout ça? Avant de vous dire ça, je vais vous donner, pour que vous compreniez bien cette notion d'intelligence artificielle, c'est que vous avez les premiers systèmes qui ont existé, c'était les moteurs d'inférence. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Vous avez des bases de règles, des bases de faits, et ce qu'on appelle un moteur d'inférence, c'est-à-dire un système qui est capable de faire du raisonnement avant ou du raisonnement arrière, chaînage avant, chaînage arrière. Et vous avez un système qui s'appelait Missine, qui a été fait je crois très tôt, en 1990. Et qui faisait des hypothèses diagnostiques sans décision. Mais pour l'instant, ça n'est pas, je crois que ça ne marche plus. Vous avez ensuite les systèmes des modèles statistiques qui sont les réseaux bayésiens ou les symptom shakers. L'exemple, c'est WebMD, par exemple, aux États-Unis. Ça fait des hypothèses diagnostiques, mais sans diagnostic différentiel. Donc ça va vous sortir, si vous dites tout, il va vous sortir 750 diagnostics de tout. Bon, diagnostic dans lequel il y a la tout avec une probabilité. Bon. Vous avez ensuite, nous, ce que nous faisons, alors je prêche pour ma paroisse, hein, ce que je vous ai montré, hypothèse diagnostique avec diagnostic différentiel, avec décision et avec des conseils. Et puis le dernier, c'est ce qu'on vous a montré, l'un des exemples qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est les modèles d'acquisition de data avec l'interprétation radiologique, l'interprétation de CG, on aura l'interprétation d'échographie plus tard, et puis la documentation intelligente que fait Watson. Bon, j'ai mis Watson, mais j'aurais pu mettre plein de gens.
qui font ça maintenant. Et puis nous avons mis en place notre stéthoscope intelligent qui est encore, sur lequel je vous cache pas, il y a encore beaucoup de travail. Mais au moins, on a commencé. Alors, l'IA, j'y arrive. Je voudrais... il y a 2 types d'IA. L'IA forte et l'IA faible. L'IA faible, c'est quoi? C'est ce que je vous ai décrit, c'est de l'intelligence humaine reconstituée. Et l'IA forte, c'est on a une conscience de soi et on a une compréhension de ses raisonnements. Alors, je vous rassure, ça n'existe pas. Il n'existe pas d'intelligence artificielle forte au monde. Et c'est pas près d'arriver. Pourquoi? Parce que il nous faudrait non pas des big data, mais des smart data, c'est-à-dire des data qualifiées. Il nous faut des programmes conscients. Or, pour l'instant, aucune machine n'est consciente d'elle-même et est consciente de sa finitude. Et il nous faudrait des ordinateurs quantiques. Alors les ordinateurs quantiques, ça avance, mais c'est pas encore pour demain pour que ça fonctionne de façon importante. Alors, qu'est-ce que ça fait? L'IA faible, tel que nous faisons, ça prend les données du patient, ça fait de l'aide au diagnostic ou de l'aide à la décision, ou de l'aide à l'interprétation, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure. À partir de ça, ça fait un reporting, et tout ça, c'est donné à l'hôpital, et l'hôpital peut nous faire un retour d'information, et ce retour d'information nous permettra de faire de l'auto-apprentissage. Et l'auto-apprentissage, c'est indispensable. Sans auto-apprentissage, il n'y a pas d'IA. Alors comment ça marche? Pour vous voyez très bien, on pose des questions, on obtient des résultats, on a un reporting. Les questions, c'est très simple, l'âge, le sexe, les symptômes principaux, les signes d'accompagnement, les questions que l'on pose, l'environnement médical. Ça vous donne une probabilité avec une décision, la probabilité des diagnostics éventuels avec des conseils, et ça fait un reporting. Vous voyez, c'est simple, c'est pas un truc très très complexe. Juste pour terminer, le point suivant, c'est que finalement, la sémiologie et l'IA, c'est que le patient, il arrive avec des éléments de langage, c'est ce que nous avons vu, et il arrive avec de la communication non verbale. Alors la communication non verbale, notre IA n'est pas capable de le faire pour l'instant. Mais par exemple avec les robots, on va être capable de mettre un nez artificiel, on va être capable de mettre un micro qui va enregistrer des éléments émotionnels. J'ai vu une société qui fait ça. Et donc on pourra envisager d'avoir effectivement quelqu'un qui sera capable de récupérer des données de communication non verbale. Mais à quoi ça va servir? Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Tout ça, ça sert à dépister des signaux forts. Les signaux forts, c'est facile. Et puis des signaux faibles. Et les signaux faibles, c'est là-dessus qu'on se fait avoir, souvent. Alors, le médecin, lui, fait un examen clinique. Pour l'instant, on n'est pas capable de faire d'examen clinique, mais les capteurs arrivent. Et d'ici 5 ans, nous aurons des capteurs qui seront très performants et qui seront capables d'être aussi performants que nos yeux et que nos oreilles. Et on est capable de faire de l'anamnèse. Et ce système, tel qu'il est en mesure de faire un interrogatoire normé. On peut faire une interprétation et ça aboutit à des diagnostics, à une décision et un reporting comme je vous l'ai mis. Quel est l'intérêt? C'est que ça permet d'améliorer l'anamnèse. Souvent en régulation, il nous arrive, je pense que ça vous est arrivé, s'il y a des gens qui font de la régule, on est fatigué au bout de 2 heures, 3 heures, on oublie de poser la question. Moi, ça m'est arrivé, j'étais en train de passer à côté d'un glaucome que je prenais pour une migraine ophtalmique, et en fait c'est parce que j'avais oublié de lui poser la question, est-ce que vous mettez des gouttes dans l'œil? En fait, c'était un glaucome. J'étais en train de passer large à main nue derrière ce diagnostic. Il y a un gain de temps parce que on n'est pas en train de chercher toutes les questions dans notre tête. Il y a un stockage du reporting, il y a une traçabilité, il y a une opposabilité, donc un côté médico-légal. Et puis, on peut faire de l'épidémiologie. On peut faire de l'épidémiologie au sein de l'hôpital, mais également au sein d'un cabinet. À l'hôpital, on est en train d'essayer de mettre en place à Lariboisière la médecine narrative. C'est quoi? On va enregistrer le patient. Le patient, ça va faire du speech to text. On va donc récupérer tout son discours. Avec une technique de graphe, on va comprendre les mots qui sont à l'intérieur, sans comprendre ce que ça veut dire. Mais on va récupérer les mots, puis les mots, on va les injecter à l'intérieur de notre logiciel, et donc on posera 2 fois ou 3 fois moins de questions. Et ça permet surtout de laisser le patient s'exprimer. C'est pour ça que je vous parle de relations humaines. Parce que le fait que le patient puisse dire, exprimer, et qu'on le lui laisse 1 minute, 2 minutes, 3 minutes à parler, vous vous rendez compte, pour lui, ça lui permet de s'exprimer. C'est essentiel. Donc, ça nous amène vers, je pense, une réhumanisation. Et je pense que la médecine, c'est ça, c'est que nous allons pouvoir aller vers une réhumanisation grâce aux machines. Ça, on peut en reparler.
Avant-dernière, enfin c'est la dernière d'ailleurs, j'ai dit que c'était la dernière, mais c'est pour vous donner un exemple. On est en train d'essayer de mettre en place dans un bassin de désertification en Aquitaine, dans la région Aquitaine, avec une expérimentation ARS, de confier Medvir à des professionnels de santé non médecins, là où il n'y a pas de médecin. Il ne s'agit pas de remplacer le médecin, c'est là où il y a 0 médecin. Et donc, on le confie à des infirmiers, on peut le confier à des kinés, à des pharmaciens, à des ambulanciers. On va essayer de faire une expérimentation dans la région de Nantes, au sein d'un réseau bleu, enfin on appelait le réseau bleu santé, et sous contrôle d'un médecin distant et sous contrôle du 15. Le but étant, de quoi ? De faire le dépistage des urgences, de la bobologie, et de la prévention, et de la surveillance, et une surveillance de la dépendance. Tout ça grâce à un interrogatoire, grâce à des hypothèses diagnostiques que l'on porte, une détermination de la gravité, des objets connectés, et du reporting, et de la traçabilité. Vous voyez, ce qu'on arrive à faire, c'est assez considérable. Et là, c'est vraiment ma dernière slide. C'est pour vous dire que il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle, quelle qu'elle soit. Il ne faut pas en avoir peur, parce que l'intelligence artificielle forte, ça n'existe pas et c'est pas près d'arriver, donc nous avons encore de longs jours devant nous, mais il faut utiliser ces techniques pour avoir un cerveau augmenté, pour être beaucoup plus performant et beaucoup plus efficace. Voilà, merci. Je trouve que le terme d'intelligence artificielle n'est pas très approprié. C'est-à-dire que l'image qui donne tel résultat, elle donnera toujours ce résultat, ce qui n'est pas le cas des médecins. Parce que si on est fatigué et qu'on regarde une radio et qu'on ne voit pas la petite image, ou qu'on voit une lame et qu'on ne voit pas la petite image, on la reprend le lendemain matin, on retrouve. Et ça, c'est très intéressant. Écoutez, merci pour l'intelligence artificielle, mais vous avez raison, c'est un terme impropre. Il faudrait qu'on arrête de parler d'intelligence artificielle parce que c'est pas de l'intelligence, c'est pas intelligent, hein, c'est perspicace. Appelons ça de la perspicacité artificielle, mais pas de l'intelligence. C'est pas la machine qui les améliore. C'est vous, c'est votre intelligence qui les améliore, c'est pas la machine. Elle ne le fait pas toute seule. Alors, moi, si je peux répondre pour ma paroisse. Hein. Comment ça se passe ? Nous, on l'a mis en place à la Riboisière et donc l'interrogatoire est enregistré. Le système, actuellement, on a fait sur une cohorte de 400 patients, vous voyez, c'est pas énorme, est arrivé à trouver le diagnostic dans 87% des cas. 87% des cas, il envisage le diagnostic simplement par l'anamnèse. Pas d'examen complémentaire, pas d'examen clinique, simplement l'interrogatoire. Mais après, l'hôpital, lui, va faire un examen clinique, il va faire toute une batterie d'examens, et lui, il va aboutir à un diagnostic. Ce diagnostic, il va nous le renvoyer en SIM10, avec la SIM10, et nous, on va le récupérer. Soit la SIM10 dit, ça match, très bien, on n'a rien à faire, c'est la machine automatiquement qui va récupérer toute cette notion, ou alors la machine dit, tu t'es planté, et à ce moment-là, on reprend le dossier, on dit, mais pourquoi tu t'es planté ? Donc, il y a un travail manuel et un travail automatique. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire à partir de quand, et donc on utilise des data scientists pour savoir à partir de combien d'échantillons nous pourrons considérer que la machine est capable d'être auto-apprenante. Donc pour tel diagnostic, on va dire, voilà, elle est compétente, et donc on va enregistrer tout ce qu'elle a fait, et donc elle sera authentiquement auto-apprenante. Mais elle ne saura toujours pas ce qu'elle fait, elle ne comprendra rien à ce qu'elle fait. Donc elle n'est pas intelligente. Après, après, il y a des questions assez philosophiques aussi sur la question de est-ce que l'homme comprend aussi et est-ce que c'est la conscience. C'est-à-dire que nos algorithmes sont capables parfaitement d'expliquer pourquoi ils prennent une décision et on peut se poser la question de est-ce qu'ils ont une conscience de pourquoi ils le prennent, mais à la fin, il y a probablement des gens, si on leur demande pourquoi ils prennent des décisions, ils sont incapables de le dire. Et donc, il peut y avoir les mêmes sujets. Donc, définir ce que c'est l'intelligence, c'est compliqué. Je pense que les chercheurs d'intelligence artificielle confondent rarement l'apprentissage de l'intelligence artificielle et c'est vrai qu'il y a une dénomination un peu fausse. Néanmoins, beaucoup d'acteurs et notamment dans notre entreprise, on fait pas juste de l'apprentissage, on travaille sur pas mal de choses, on travaille sur l'analyse des émotions, on travaille sur beaucoup de choses qui caractérisent ensuite l'être humain, sur la lecture automatique, c'est assez compliqué parce que la machine est encore assez loin et en même temps c'est un champ de recherche qui est assez jeune. Donc tout le monde ne fait pas la distinction entre IA et le reste, mais il y a des gens qui le font très bien et qui savent vous dire
pourquoi ils font ces choses-là et dans quelle direction ils vont. Donc l'IA forte, est-ce que ça n'existe pas aujourd'hui? Est-ce qu'on va y arriver? Moi, je suis assez convaincu que oui. Quand, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va y avoir des progrès. Et on voit qu'en quelques années, il y a eu des progrès considérables. Ce qui ne veut pas dire que ces progrès considérables vont aller tous dans la même direction. Et c'est pour ça que je dis, je ne sais pas quand ça arrivera. Donc après, il y a beaucoup de philosophie et je pense qu'il faut distinguer la philosophie de la science. Et qu'en médecine, on essaye plutôt de faire de la science que de la philosophie. Merci infiniment à vous trois d'être venus. Merci à vous tous. Merci à l'intelligence humaine, qui a encore de beaux jours devant elle. Et merci à Franciel Tech de nous accompagner aux URPS sur cela.